Bonjour à tous, bienvenue à cette table ronde intitulée Les chemins du vivant. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de discuter principalement des aspects du voyage du coup sous deux angles, l'angle animal et l'angle humain, et de voir en quoi les migrations animales et humaines se croisent, peuvent avoir des points de confluence, peuvent avoir des points de divergence. Pour ça, du coup, nous avons ici nos deux invités. Donc, dans un premier temps, vous avez Benoît Grison, du coup, qui est un biologiste, sociologue des sciences, spécialisé en biologie animale et en sciences cognitives. Si je fais des erreurs à n'importe quel moment, vous me le dites. Il n'y en a aucune. Très bien. Votre dernier livre, du coup, c'est Le sourire du chimpanzé, dans lequel vous étudiez les animaux et leur capacité aussi intellectuelle et en quoi est-ce qu'en final, ils ont des traits qui s'approchent des humains. Surtout leur processus de conscience, quoi. Mhm. Le fait d'avoir conscience d'eux-mêmes et des autres, ce qui longtemps a été dénié concernant les animaux autres que l'humain. Parce que finalement, nous sommes des animaux comme les autres, même si on est des animaux culturels, mais on n'est pas les seuls. Exactement. Et après, en parallèle, du coup, vous avez Aurélie Wallenstein, qui est pour elle une autrice et une scénariste de BD, qui a nombreusement traité les animaux. Donc, vous avez beaucoup de titres qui s'intitulent, par exemple, Le cheval, les équinoxes, avec les sous-titres Le cheval de rêve, Le cheval de feu, de mer et de lune. Mais après, vous avez aussi Le roi des fauves, Les loups chantants, La banelle blanche des mers mortes, pardon, excusez-moi. Et votre dernier roman, du coup, La fille de feu, comme vous me l'avez dit précédemment, est une arche de Noé à elle-même, vivante. Voilà, donc vous étudiez aussi d'une certaine manière les animaux, mais à travers la fiction. Voilà. Donc, on va entamer cette petite table ronde. On va commencer par présenter un peu les différences, les ressemblances pour établir un premier constat. Je vais commencer à une question pour vous, Benoît Grison. Pourriez-vous nous présenter les différences fondamentales entre les migrations humaines et animales pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien le sujet? Alors, en fait, je vais commencer à répondre de manière un peu biaisée à la question parce qu'on verra qu'il y a beaucoup plus d'interactions entre les deux types de migration qu'on ne le pense. Mais bien sûr, les migrations animales, pour beaucoup, sont beaucoup plus fixées, ritualisées, entre guillemets, parfois parce qu'elles ressortissent à des comportements innés, mais pas toujours. Alors, quelques exemples. Vous avez bien sûr l'immigration avienne, qu'on connaît tous, les oiseaux qui vont hiverner dans l'hémisphère sud et puis qui après remontent au printemps vers le nord. Vous avez des migrations parfois, pour les migrations records, qui s'étendent sur des dizaines de milliers de kilomètres. Et ce qui est fascinant, c'est qu'à la fois, il y a un mélange d'innéité, c'est-à-dire que l'appel pour la migration et souvent vers l'orientation, vers la bonne direction, semble inné, sélectionné par l'évolution. Mais après, pendant la migration, il y a des capacités cognitives, mentales, qui sont mobilisées. Il y a des capacités d'apprentissage des jeunes auprès des oiseaux adultes. Et alors, la migration avienne, très souvent, se fait sur la base d'une sensibilité aux variations du magnétisme terrestre, que ce soit en termes d'intensité, l'intensité étant maximum évidemment au pôle Nord, au nord magnétique, que ça soit en termes d'orientation du champ magnétique par rapport à l'horizontale, et à l'équateur c'est 0, cette orientation du champ magnétique par rapport à l'horizontale, au pôle Nord c'est 90 degrés, mais il y a d'autres facteurs sensoriels qui jouent dans l'immigration d'oiseaux, notamment l'olfaction, des capacités de mémoire à long terme qu'on a découvertes qui permettent de faire des cartes mentales des parcours à l'issue de leurs apprentissages pour les individus adultes qui ont déjà tout un bagage, et puis des compas stellaires et des compas solaires. Il y a donc, ils se repèrent sur la lumière et sur les étoiles. Ça fait beaucoup de choses. Mais vous avez des oiseaux qui migrent beaucoup plus modestement, notamment des oiseaux de mer. Je pense notamment à des pétrels et qui, eux, s'appuient sur l'odorat et qui retrouvent l'odorat de leur île, l'odorat de leur terrier, parce que les pétrels ont des terriers. Vous avez les albatros, très grands albatros hurleurs, qui eux se basent sur le bruit des vagues, les infrasons en dessous de 20 Hz, etc. Oui, au final, chaque type d'espèce va avoir en fait sa spécialité, sa spécificité et va pouvoir s'adapter selon ses caractéristiques. Et ce sur quoi je veux insister, je ne veux pas être trop long dans ma réponse, c'est que en réalité, vous voyez, il n'y a pas une façon
de gérer la migration pour les espèces qui font des migrations complexes. En général, c'est multisensoriel, multimodal, comme on dit. Ils font des cartes mentales. Et puis aussi, il y a une certaine capacité d'apprentissage et des capacités cognitives pour mettre en mémoire des cartes mentales que l'individu construit. Donc, c'est pas entièrement inné, comme on le disait autrefois, ou avec ce vieux mot qui voulait rien dire, qui couvrait une ignorance, pas entièrement instinctif. Mais juste une chose, les migrations, ça concerne tout un tas d'animaux. Ça peut concerner les langoustes, qui suivent aussi les variations d'intensité du champ magnétique, des langoustes tropicales, notamment dans les Caraïbes. Ça peut concerner le papillon monarque, qui descend d'Amérique du Nord jusqu'à son hivernage au Mexique. Et là aussi, grâce à une sensibilité magnétique, il a des récepteurs aux variations du champ magnétique dans le thorax, entre autres. Voilà. Donc c'est un phénomène très vaste, mais première chose, on pourrait dire la différence, c'est que c'est largement sélectionné au cours de l'évolution. Oui, c'est le produit de la sélection naturelle. C'est en partie inné ou grandement inné, d'accord. Mais déjà là, on voit des similitudes avec les migrations de l'animal humain. Il peut y avoir aussi de l'apprentissage ou des modifications migratoires en fonction des variations environnementales. Voilà. Très bien. Il y a plusieurs points très intéressants dans ce que vous avez dit sur lesquels on reviendra juste après. Je vais passer un peu la parole à vous, Aurélie, qui du coup avait choisi donc dans de nombreux de vos romans d'utiliser les animaux et de parler du voyage à pied, que ce soit voilà dans par exemple La fille du feu. Pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi de montrer des personnages qui doivent ou choisissent de passer d'un point A à un point B à travers différents paysages? Donc moi j'ai écrit dans le genre imaginaire, principalement de la fantasy. Et le voyage c'est un trope en fait de la fantasy, c'est très répandu dans nos récits. On pense à Bilbo qui quitte la comté pour partir en quête, en aventure, à Frodon. Donc on va quitter son petit chez-soi pour partir vers l'inconnu, faire un grand voyage, traverser des territoires et être mis à l'épreuve. Donc c'est quelque chose qui rime avec l'aventure. Et aussi, je pense pourquoi nous, en lecteurs, on va se diriger vers ce type de récit de voyage de fantasy, c'est qu'on a envie de s'évader. On a envie d'ailleurs, on a envie d'explorer des paysages incroyables, extraordinaires. Et c'est ça la grande richesse du voyage en fantasy, c'est de présenter des paysages qui sortent complètement de l'ordinaire et qui vont vous amener très loin de notre quotidien. J'ai effectivement beaucoup de récits où les personnages voyagent dans le désert des couleurs. J'ai beaucoup de post-apo où il y a eu des dérèglements climatiques terribles. Donc le désert des couleurs, c'est la désertification. Le monde est devenu un vaste désert multicolore, très beau, mais très dangereux, parce que quand on marche dans ce désert, on perd progressivement la mémoire. Vos souvenirs tombent dans le sable et chaque souvenir devient un grain de sable supplémentaire dans ce grand désert. Et il y a des paysages fous, quoi. En fait, je l'ai écrit après le confinement, et j'avais moi-même très envie d'évasion et d'explorer de grands espaces. Donc il y a un moment où il fait tellement chaud, le soleil vitrifie le sable coloré du désert, ça fait des vitraux magnifiques sur le sol, il y a des cascades de sable multicolores, il y a un jardin ambulant qui se promène dans le désert. Donc je crois que c'est ça, le voyage en fantasy, c'est l'évasion, et c'est aussi la transformation. Le point A vers le point B, le point A vers le point Z, c'est aussi celui du personnage qui voyage et qui va être transformé par son voyage. C'est les arcs de transformation de nos personnages. Et comme chacun d'entre nous, en fait, quand on part en voyage, quand on part en road trip avec des amis, mais on va apprendre à les découvrir pour le meilleur, pour le pire, découvrir des facettes qu'on connaissait pas. Et donc voilà, nos personnages, c'est pareil, on va apprendre à les connaître, on va marcher avec eux, on va s'immerger avec eux, et ça va être une vraie aventure. Et aussi, ce que je voulais rajouter sur le voyage, c'est que c'est un rythme particulier. C'est ça que ça peut être un rythme très atmosphérique, très planant et un peu contemplatif. C'est un peu le cas dans le désert des couleurs ou dans mon autre roman Les loups chantants, où les gens se déplacent en traîneau à chien. Donc il y a une certaine forme de lenteur aussi, et de pouvoir admirer l'environnement qui nous entoure, qui peut être très dangereux aussi. Et et la variation de rythme, c'est-à-dire que moi qui aime bien faire des récits d'action, je
trouve que ces moments de déplacement et de description vous permettent de casser un peu le rythme de la narration. Et c'est dans ce contraste, dans ces moments où on va ralentir, où on va regarder, qui permettent aussi de mettre en valeur les moments où il y a plus d'énergie au niveau de l'action. Donc pour toutes ces raisons, le voyage en fantaisie dans les récits, dans la fiction, est une valeur très intéressante. Tout à fait. Et tous les deux, du coup, vous soulignez un point très très intéressant qui est que le voyage dépasse la simple nécessité, sinon qu'il devient une expérience en tant que telle, qui souligne des caractéristiques chez les animaux comme chez des personnages, et ils finissent par devenir à leur image tous les deux des grands voyageurs, que ce soit les animaux qui vont passer d'un territoire à un autre pendant ces différentes saisons, mais par exemple, vous, dans vos récits, les personnages qui vont traverser des contrées entières et vont en sortir complètement transformés. Du coup, Benoît, est-ce que vous pourriez nous définir rapidement ce qu'est un grand voyageur et nous montrer en quoi est-ce que l'homme et l'animal ici se rejoignent? Oui, moi je pense déjà, on peut dire d'un point de vue naturaliste, sans être réductionniste, sans tirer la couverture à moi, que le voyage est transformateur aussi pour beaucoup d'espèces animales. Par exemple, l'anguille, dont on connaît tous la migration, quand elle va dans les sargasses et puis qu'elle revient dans sa rivière natale, eh bien, elle a bouclé aussi un cycle de vie et de maturation. C'est vrai aussi pour beaucoup de batraciens. Alors même les plus modestes, c'est-à-dire que les crapauds, par exemple, pour la plupart, ou les grenouilles, parce que le crapaud, ça ne veut pas dire grand-chose, bref, les amphibiens sans queue, qui ne sont pas des tritons ou des hirondelles, eh bien, ils naissent dans une mare où ils se développent. Ensuite, ils mènent toute une vie, et en tout cas pour les femelles, elles retournent dans la mare d'origine. Pour se reproduire, et la boucle est bouclée. Bon, mais surtout, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que beaucoup de migrations, c'est pour ça que j'ai commencé en insistant là-dessus, tout le monde sait qu'il y a une part innée dans les migrations. Par exemple, les migrations des anguilles reflètent vraisemblablement un état de l'écorce terrestre qui n'était pas le même que maintenant en termes de dérive des continents en marchant vite. Et ils ont gardé ce parcours. Mais ce qui est très intéressant ces dernières années, c'est qu'on montre qu'il n'y a pas que de l'innéité dans le voyage animal, qu'il y a de l'expérience, qu'il y a de l'apprentissage. Et un des premiers qui l'est souligné, c'est Donald Griffin, qui est un des pionniers de l'étude des processus conscients chez l'animal. C'est pas n'importe qui. Donald Griffin, c'est lui qui a mis en évidence ce qu'on sait tous de nos jours, dans les années 1940, c'est-à-dire que les chauves-souris se repèrent dans le monde par écholocation, en envoyant des ultrasons dans l'environnement. Et il s'est intéressé aux migrations animales sur le plan de l'apprentissage conscient. Et il a dit que pour beaucoup de migrations animales, il fallait forcément qu'il y ait une expérience, une mise en mémoire à long terme, une construction de carte mentale qui supposait une conscience de la part de l'animal. Donc l'animal a aussi conscience de son voyage, apprend à voyager. Et là où je rebondis complètement sur ce que dit Aurélie, c'est quand elle parle de voyager au rythme des chiens, etc. Regardez les peuples d'Homo sapiens anciens, notre espèce, parce que moi j'aimerais bien aujourd'hui un peu nous décentrer en disant, voilà, on est juste des animaux humains. Ils étaient beaucoup axés, du moins pour les premiers pasteurs, sur la transhumance. Et encore aujourd'hui, bien sûr, on connaît la transhumance des ovins dans certains contreforts montagneux du monde, y compris en Asie centrale, pas que sous nos climats, mais qu'on pense aux peuples du renne, notamment en Mongolie, ils suivent encore la transhumance de leur renne très sagement et ils voyagent à leur rythme. Donc, non seulement il y a beaucoup plus de similitudes au niveau des processus entre les voyages animaux et humains, mais il y a aussi une vieille interaction. Ouais. Et entre nos voyages respectifs. Y compris pour le pire, et je conclue là-dessus, une fois de plus je ne veux pas être trop bavard, mais comme l'a dit Aurélie, on est dans l'anthropocène, alors certains contestent ce terme, peu importe, c'est qu'un mot, mais on est dans un réchauffement climatique, une réduction de la biodiversité, une empreinte carbone incroyable, bref, on n'a jamais autant transformé, nous autres êtres humains, l'écorce terrestre. Eh bien, les incendies contraignent les faunes à faire des migrations autres, innovantes par la force des choses, parce que c'est aussi ça les chemins du vivant, c'est les chemins de l'adaptation. Et en Australie, en 2020-2021, on a tous entendu parler de ça, c'était à peu près dans la période, hélas, des confinements pandémiques. Il y a eu plus de 3 milliards d'individus animaux qui se sont déplacés, surtout dans le bush.
Et là, en fait, certains sont morts pendant ces déplacements, mais ils ont inventé des déplacements nouveaux pour survivre. On a vu même des adaptations incroyables, c'est-à-dire des petits kangourous, pas ceux qu'on voit toujours dans les parcs zoologiques qui sont très grands, hein, Macropus rufus, mais des petits kangourous qui se réfugiaient dans les terriers des wombats, c'est des marsupiaux-fouisseurs qui les acceptaient, etc. Donc, ils subissent évidemment en tout premier lieu les individus animaux autres que l'humain, le réchauffement, mais réinventent de nouveaux déplacements en fonction du réchauffement des incendies. Non. Surtout quand ils sont sur des territoires vastes, parce que par exemple cet été en France, il y a eu beaucoup d'incendies, comme l'ont souligné récemment des naturalistes, mes amis, ces incendies ont tué beaucoup d'animaux sauvages, mais ils n'avaient pas toujours la latitude, avec les massifs forestiers fractionnés, etc., de se déplacer autant qu'ils l'auraient voulu. Ne parlons pas des poissons qui ont subi le réchauffement des eaux, etc., ou ce qu'on appelle l'eutrophisation, le manque d'oxygène des eaux avec des micro-organismes. Donc, nos deux voyages, que ça soit par les processus ou que ça soit par les couplages entre animaux et humains dans les déplacements, sont liés. Les voyages de type humain et animaux. Non mais tout à fait. Et pour revenir, alors je vais d'abord rebondir sur cette transhumance parce que c'est quelque chose que vous exploitez aussi, Aurélie, dans vos livres, le fait que les hommes et les animaux s'accompagnent mutuellement et justement en quoi est-ce qu'on peut aider au mouvement des animaux ou en quoi les animaux peuvent nous aider dans nos déplacements. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Parce que c'est plus dans mes histoires. Hein. Moi, je suis en pleine fiction, en pleine fantasy. Et c'est ça qu'on cherche aussi, en savoir plus sur l'aspect fiction aussi. C'est de soutien. De soutien, de partenariat. Dans beaucoup de romans d'imaginaire, les animaux sont là un peu en symbole. On des rôles archétypaux ou symboliques. On a des faucons qui vont symboliser la liberté. On a des loups qui vont symboliser la sauvagerie. Vraiment, c'est les fables de La Fontaine. C'est finalement des projections de l'humain sur l'animal. Ce côté archétypal m'intéresse moins. Le fait que les animaux soient perçus comme des prolongements du héros, je trouve que c'est des positions anthropocentrées. Et j'aime bien justement décentrer ça et aller du point de vue des animaux. Et les incarner et leur donner une vraie place dans le récit. Donc tous mes personnages qui voyagent souvent vont effectivement être accompagnés d'animaux. De façon différente. On a dans Mer Morte, Mer Morte, c'est une histoire. Encore une fois, c'est du post-apo. On a comme la désertification tout à l'heure. Là, on a tué la mer et la mer revient sous la forme d'un fantôme pour se venger des humains. Et du coup, il y a des fantômes partout d'animaux marins. Et c'est très très dangereux. Hein. Vraiment, les animaux, ces fantômes-là viennent dévorer l'âme des humains pour leur faire payer en fait tous leurs crimes anciens. Et donc le personnage principal est un exorciste qui exorcise ces poissons pour les annihiler et pour sauver ses camarades humains. Sauf que il a quand même cette ambiguïté-là d'être ami depuis l'enfance avec un dauphin fantôme. Et j'aime beaucoup leur interaction, leur partenariat, mettre ça en scène, cette amitié absolument improbable qui s'est créée entre cet exorciste et ce fantôme-là, et ce qui va lui permettre d'évoluer en fait. Qu'est-ce qui va amener cet exorciste à changer de perception sur la catastrophe, sur cette métamorphose donc des océans en spectre? C'est aussi grâce à sa compagne dauphin. Dans le désert des couleurs, les personnages qui explorent le désert sont accompagnés par un oiseau qui est un serpentaire, qui lui a un rôle plus de médiateur entre les humains qui sont restés en arrière et les explorateurs qui partent et qui se déplacent de plus en plus loin au sein du désert. L'oiseau est télépathe, donc les personnages n'ont qu'à lui raconter leur journée et l'oiseau transmet ce qui s'est passé à ceux qui sont restés en arrière. Donc là, on a un lien de médiation et il est très drôle cet oiseau parce que voilà, il a son petit caractère, il est très fier de sa mission, donc il est plutôt amusant. Et un autre rôle aussi, c'est dans L'épée, la famine et la peste. Alors là, c'est beaucoup plus étrange et c'est plus symbolique. Par contre, j'aime beaucoup ce rapport à l'homme. C'est l'animal qui va sauver, qui va être votre lien salvateur, qui va vous changer vers le mieux quand vous allez vraiment très très mal. Dans L'épée, la famine et la peste, au début du roman,
Mon personnage Sullivan est sur le point de se suicider, de se jeter d'une falaise. Et en fait, il y a un cerf qui lui apparaît. Un cerf qui est incroyable. C'est un très grand cerf avec ses bois, c'est des épées entrelacées. Et en fait, dans l'œil du cerf, il voit son enfant, son nourrisson qui est endormi dans l'œil du cerf. C'est vraiment très étrange. Hein. Mais cette vision-là est tellement saisissante que ça l'arrête dans son geste de suicidaire. Et en fait, pendant le roman, donc il va être accompagné tout le temps par cette grande présence majestueuse qui marche à ses côtés pendant tout le roman. Et là, en fait, dans ce roman, L'épée et la famille Napès, tous les animaux ont un rôle très important de soutien en fait des personnages. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé développer et qui me semble intéressant. Donc en fait, c'est toujours très positif hein. Dans mon acceptation. Bon, il y a les chiens évidemment qui accompagnent dans Les Loups Chantants, mais voilà, de liens de salvateurs, de partenariat et pas de subordination. Surtout là où je voulais en venir. Donc pas des prolongements du héros, pas des positions anthropocentrées. Ils sont là, ils ont leur propre expérience de voyageurs à côté des humains et on progresse en parallèle comme ça. Voilà. Alors justement, je vais rebondir sur ça. Dans La fille du feu, les animaux, les 12 animaux qui vivent en elle, comment est-ce que vous avez voulu incarner le lien ici entre l'homme et l'animal, l'homme qui doit chercher un refuge pour ces 12 animaux qui du coup vivent en elle, qu'est-ce que ça crée comme lien particulier entre l'homme et l'animal? Voilà, j'explicite un peu pour La fille du feu parce que c'est une mécanique assez fantasy, encore une fois. En fait, dans La fille du feu, donc on parle des... Moi, j'ai écrit ce bouquin après les incendies, ce choc de la vision, de voir les koalas qui sortaient des forêts en flammes, complètement brûlés, les gens qui les prenaient dans les bras, qui essayaient de leur donner à boire. Je pense qu'on a toutes ces images-là dans la tête. Donc il y avait ça, et il y avait aussi le fait que la forêt boréale dans le Canada brûle aussi. On se dit bah non, c'est le Canada, c'est très au nord, c'est enneigé, c'est pas possible que la forêt boréale brûle. La forêt boréale brûle beaucoup lié au réchauffement climatique. Donc voilà, La fille du feu, c'est un roman sur les feux de forêt. Et en fait, l'héroïne, donc il donne son nom au roman, La fille du feu, Mia est une petite Australienne qui en fait, suite aux incendies d'Australie, a été effractée psychiquement. Ça a été tellement violent, ça a été tellement un choc qu'en fait, elle a elle a absorbé une catastrophe naturelle. C'est-à-dire que le feu de forêt est en elle. Elle a scellé, voilà, c'est peut-être ça le mot exact, elle a scellé en elle une catastrophe naturelle et les animaux morts au cœur de l'incendie. Donc, c'est pour ça que j'aime bien parler d'arche de Noé vivante. Je suis un peu partie de cette idée-là. C'est-à-dire comment on a en soi plusieurs animaux. Donc, elle a un koala, elle a plein d'animaux australiens, en fait, qui sont en elle, qui la soutiennent, qui l'accompagnent, qui l'aident à tenir dans l'adversité. Mais elle, en plus, elle est petite. Hein, et donc, dans l'émotion, elle peut déclencher des feux. Et par contre, ce qui la tient, son but dans le roman, sa quête dans le roman, c'est de dire vous, les animaux, je vais vous rendre à la nature. On a tout détruit, votre environnement. Moi, je vais essayer de vous trouver un refuge. Donc en fait, elle voyage dans cette grande forêt boréale à la recherche d'un refuge pour ces animaux. Donc c'est une migration très étrange. Hein. C'est un voyage très étrange. Donc de cette petite fille, mais qui a ces fantômes à l'intérieur d'elle et qui a l'idée de les rendre à la nature, de les rendre à quelque chose qui soit beau pour eux, alors qu'on a tout réduit en cendres. Merci. Pour du coup continuer sur l'impact écologique dans ces migrations, sur les différents chemins qu'on fait, que ce soit donc les animaux, comme vous l'avez dit, avec les koalas qui sortent en courant de la forêt, ou même des humains qui ont dû quitter leur demeure pour pouvoir échapper à des incendies, etc. Benoît, est-ce que vous pourriez me reparler un petit peu de cette redistribution des espèces et des espaces qui est lié au changement climatique finalement? Oui. Alors, en fait, effectivement, on a, mais vous en avez tous entendu parler, des espèces qui maintenant se déplacent plus au nord alors qu'elles étaient plutôt méridionales. Alors, ça va de choses qui n'ont pas d'impact sur l'environnement. Hein. Moi, je pense par exemple à la tarente, qui est un gecko, un gros lézard qu'on trouve beaucoup en Afrique du Nord, qu'on trouve beaucoup dans le milieu de la France. Maintenant, on le trouve dans le sillon rhodanien. Il remonte de plus en plus le long du Rhône. Bon, ça, c'est des choses plutôt innocentes. Il y a des choses moins innocentes du moins.
si on est un instant anthropocentré, hein, pour l'animal humain que nous sommes, parce que j'insiste sur cette idée d'animal non humain, animal humain, parce que c'est important de se décentrer, ça veut pas dire tous les animaux, y compris nous, avons des spécificités. Des choses moins innocentes comme le moustique tigre, qu'on connaît bien, hein, ici. Surtout en ce moment. Voilà. Et qui remonte depuis une quinzaine d'années. Et ça peut être problématique parce que vous avez tous entendu parler des germes qui véhiculent, notamment le virus du chikungunya. Vous avez toujours, pour rester dans le problématique, mais je resterai pas que négatif, je vous rassure, aux États-Unis actuellement, il y a une punaise qu'on appelle bizarrement la réduve du baiser, et qui en fait est une punaise sud-américaine qui est porteuse d'une maladie qu'on appelle la maladie de Chagas, qu'avait attrapé Darwin, on pense d'ailleurs, parce que Darwin raconte dans sa relation de voyage autour du monde qu'il a été piqué par une réduve, une de ces punaises, et donc quand on parle punaise du baiser, c'est plutôt le baiser non pas de la mort, mais de la maladie, et ensuite il a eu des symptômes qui s'expliquaient pas, de palpitations cardiaques, des troubles digestifs, et même neurologiques légers tout le reste de sa vie. On sait maintenant que c'était vraisemblablement la maladie de Chagas. Et on s'est en train de remonter, la maladie de Chagas, alors que c'était cantonné vraiment au sud de l'Amérique du Sud jusqu'en Amérique du Nord. Il y aura bientôt des cas au Canada. Et puis aussi des espèces qui sont ambiguës et qui remontent avec le réchauffement. Hein. L'exemple prototypique que vous connaissez sans doute tous, ces belles perruches vertes, les perruches à collier, qu'on trouve maintenant dans des jardins publics en France, même dans le nord de la France, et qui autrefois, bien sûr, étaient cantonnés au départ dans l'hémisphère sud, qui sont remontés par l'Espagne, etc. Alors pourquoi c'est controversé? Parce que on ne sait pas trop si ça en passe de devenir une espèce invasive ou pas. Chez les ornithologues et les écologues spécialisés dans les populations d'oiseaux, sur l'impact négatif de la perruche à collier, on ne sait pas trop se prononcer. C'est sûr que ça cache parfois des nids d'autres espèces, etc., qu'elles sont plus prolifiques que d'autres espèces, mais on n'a pas encore le recul pour savoir si ça va être une espèce invasive. Parce qu'il faut savoir que le réchauffement favorise des arrivées d'espèces qui autrefois vivaient effectivement plus au sud, mais une espèce qui arrive dans un écosystème qui lui était étranger et qui s'y installe durablement, il n'y a que 10% des espèces étrangères à l'écosystème qui deviennent nuisibles, enfin je n'aime pas ce terme parce qu'il est très connoté anthropocentré, mais qui deviennent destructrices sur le long terme. Oui, et pour certaines, on n'a pas le recul. Sur notre mode de vie au final et sur celui des espèces qui vivent déjà dans cet écosystème. C'est ça, exactement. Et là, typiquement, la perruche à collier, on ne sait pas encore si c'est un migrant climatique qui va créer des problèmes destructeurs dans son nouvel écosystème pour d'autres espèces et pour l'écosystème global ou pas. Il y a controverse. Pour d'autres espèces, il n'y a pas d'ambiguïté. Bon. Alors là, c'est vraiment des migrations climatiques, parce que ce qui se passait naguère, c'était plutôt des espèces qui s'avéraient au bout d'un moment invasives, mais que nous avions ramenées dans nos bagages. Hein. Typiquement, par exemple, ça s'est toujours fait, hein, c'est pas lié qu'au transport moderne. Typiquement, en Polynésie, par exemple, vous savez que les Polynésiens, qui étaient des navigateurs extraordinaires, ils ont occupé peu à peu toute l'immensité des îles polynésiennes, l'immensité quand on les raccorde les unes aux autres, hein, ça dépasse la surface d'un continent, en bateau, et ils ont amené les rats avec eux. Et les rats ont détruit bien avant la période industrielle plein de faune autochtone quand ils arrivaient sur une île. Mais les rats étaient toujours avec eux, parce que la preuve, par exemple, pendant longtemps, c'est demandé les autochtones Nouvelle-Zélande et Maoris à quelle période exactement du Moyen-Âge, par rapport à la périodisation occidentale, ils étaient arrivés. On sait maintenant que c'est le XIIIe siècle, parce que on n'a pas des ossements, des vestiges du XIIIe siècle de Maoris, mais on a des vestiges de rats. Et on n'en a pas avant. Donc c'est que les Maoris étaient arrivés. Bon, voilà. Ou bien le dingo qui est un animal intéressant, mais a été amené par les aborigènes australiens, c'est tardivement, parce qu'ils sont arrivés à 60 000 ans, à moins 60 000 ans. Et il y a 3500 ans de ça, une nouvelle vague a amené ce chien qui était sans doute semi-domestique, mais qui a fait déjà beaucoup de destruction avant même qu'on arrive à amener des lapins en Australie et tout. Bon, mais la nouveauté là, c'est qu'on peut avoir des espèces invasives, mais qui sont venus simplement par migration climatique, à cause de la dérégulation climatique que nous créons. Alors qu'avant, c'était plutôt des transports accidentels.
Et du coup, ça montre bien au final que l'homme a un impact sur l'animal, ça on le sait, ça fait des années qu'on en parle, que c'est prouvé, etc. Mais que du coup, au final, cet impact sur l'animal, vice-versa, nous revient en plein visage, en fait, a un impact sur notre quotidien et notre mode de vie. Une rétroaction négative, ouais. Voilà, exactement. Et du coup, parallèlement, je vais maintenant venir sur un aspect un peu plus métaphorique du chemin, pour ainsi dire, mais dans les années à venir, et je pense que c'est un peu ce que vous essayez de montrer aussi dans vos livres, Aurélie, quels sont les chemins qu'on peut emprunter, pour ainsi dire, pour améliorer nos conditions humaines, comme on essaye d'améliorer les conditions des animaux, enfin du vivant de manière générale au final. Moi, c'est une question compliquée. Pour maintenant, c'est vrai, parce qu'en fait, toutes les réponses, déjà, est-ce qu'on a des réponses? Et justement, comme j'en ai pas, moi, mes solutions sont très magiques. Donc j'écris vraiment de la fantaisie et de la pure fiction, et des fois, je me dis, mais on va dans un mur parce qu'on attend un peu de nous, hein, les écrivains de science-fiction, mais donnez-nous des modes d'emploi, essayez de trouver des solutions. Et Alors qu'au final, vous écrivez de la fiction parce que vous n'avez pas de réponse dans la non, réalité. enfin moi j'en ai pas, hein, c'est sûr. Et que ce soit dans mon roman Mer Morte ou dans Le Désert des couleurs, qui sont donc des romans post-apo sur les catastrophes climatiques, les solutions sont extrêmement magiques. Donc je suis quelqu'un de très pessimiste, donc j'essaie de pas trop transmettre mes angoisses lors de nos rencontres, mais oui, c'est pas évident de vous dire, bah voilà, on a trouvé une solution, tout va bien se passer. Par contre, ce qu'on met en scène, voilà, c'est des rapports de solidarité, c'est de compagnonnage, de vivre avec les animaux, pas contre eux, d'alliance. En fait, le voyage, c'est la rencontre, et la fiction aussi. Je pense que c'est ça, en fait, aussi la force du roman, c'est de mettre en scène des personnages. C'est-à-dire que vous allez vous attacher à eux, et c'est ça qui va émouvoir, et c'est ça aussi qui va mettre en action. Donc voilà, malheureusement j'ai pas de solution autre que mettre en scène des personnages et de la magie. C'est déjà très bien, on adorerait avoir des solutions miracles, sinon on n'en serait pas là. Mais du coup, est-ce que vous pensez quand même qu'il est possible d'écrire des récits réparateurs sur les liens justement entre homme-animal à travers les voyages que vous peignez? Bah, j'essaye, en tout cas, vraiment dans les trois, là, Mer Morte, la Fille du Feu et Le Désert des couleurs, on peut parler de récit de réparation parce qu'on cherche à aller vers du mieux. Enfin, les personnages sont dans des situations tellement désastreuses qu'ils essaient d'amener eux et leurs compagnons, et pour l'humanité des fois, vers de la réparation. Et je trouve que la fiction de réparation est belle et inspirante. Enfin, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est Totoro, hein, de Miyazaki, c'est voir pousser des arbres la nuit, et être en lien avec une nature resplendissante. Je trouve que ça, c'est du récit de réparation. Oui, une espèce de symbiose au final Oui. qu'on adorerait pouvoir voir dans Ouais. la vie réelle, mais qui malheureusement... Mais c'est inspirant. Voilà. Oui, tout à fait. Ça donne un peu d'espoir. C'est ça. Et bah du coup, finalement, est-ce que Benoît Grison, pour finir, est-ce que il y a d'autres facteurs dont vous aimeriez parler qui affectent notamment du coup ces différents voyages, ces migrations du vivant? Oui, il y en a forcément, mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Aurélie. Il est question de réparation. Alors évidemment, du point de vue des sciences, de la vie, là on n'est pas dans les valeurs, il n'y a pas forcément cette idée-là. Par contre, il est clair qu'on est en train de détruire les bases de nos écosystèmes. Hein. Par exemple, on parlait des incendies australiens. On a été très marqué parce que c'est des mammifères. Moi, le premier, je réagis par les koalas qui étaient brûlés ou par les migrations d'autres marsupiaux, etc. Mais il y a une destruction massive des insectes, des écosystèmes australiens, cette occasion. Or, on le sait maintenant, c'est bien diffusé dans le public le plus large actuellement, et c'est important, c'est la base des écosystèmes, les insectes. Bon, donc il y a vraiment une prise de conscience du fait qu'on est solidaire de ces créatures-là pour notre propre survie,
Et en ça, on parlait de symbiose dans les fictions, il faut qu'on ait un rapport plus symbiotique à ces animaux autres, parce que c'est ça qui nous sauvera en tant qu'espèce. Hein. Sinon, le vivant continuera. Hein. Moi, j'ai des collègues un peu cyniques, mais je pense aussi un peu désabusés, un peu trop pessimistes peut-être à mon goût, mais quand même, qui disent, c'est pas grave, il n'y a pas de fin de la vie. On disparaîtra, mais il y aura des organismes. Juste, mais par les contre, humains si on veut s'éteindront. un petit peu que notre espèce perdure, du moins tant que, bien sûr, que le soleil fonctionne, hein, parce que tout ça aura une fin, de toute façon, en termes de système solaire, il faut absolument qu'on retrouve un autre lien aux animaux, beaucoup plus respectueux. Et réparer, en fait, il y a des cultures anciennes qui le faisaient. Il ne s'agit pas de les idéaliser, mais j'ai un ami anthropologue, Philippe Gélin, qui étudie les Hadza. C'est parmi les derniers chasseurs-cueilleurs africains qui encore persistent dans ce mode de vie. Les pygmées, par exemple, de moins en moins, hein, c'est en Afrique orientale. Et une grande partie des rituels Hadza sont organisés autour du fait de s'excuser auprès des animaux qu'on chasse pour sa survie. C'est-à-dire on a conscience qu'on subsiste grâce à eux, par eux, et quelque part, on répare à travers le rituel. Bon. Une forme de respect au final. C'est une forme de respect. Et je pense que, une fois de plus, il ne s'agit pas d'idéalisation de ces cultures anciennes, celles des Hadza ou d'autres. Il faudrait qu'on reconstruise un lien avec les espèces autres beaucoup plus respectueux, c'est-à-dire sous une forme moderne, mais peu importe. Et ça passe par ce changement de représentation, le fait d'un peu se sauver ce monde qu'on a en partage avec les animaux. Et après, bien sûr, je vous parlais de collègues pessimistes, il faut voir les deux faces de la pièce. Moi, je dirais plutôt que je me voudrais un optimiste réaliste qui ne dénie pas l'ampleur de la catastrophe, mais qui essaie de garder espoir. Mais l'autre face de la pièce qui est négative, c'est que quand on regarde l'histoire de l'espèce humaine, eh ben, l'être humain, c'est un être qui, à certains égards, peut être vu comme un être invasif. C'est-à-dire, l'histoire des hominiens, c'est très, très frappant. C'est-à-dire que autour de, moins 70 000 ans en Afrique, nos ancêtres Homo sapiens, eh bien, investissent de plus en plus de milieux écologiques, de plus en plus. À tel point qu'on dit de nos jours, en écologie, qu'on espèce ubiquus. C'est quoi ce grand mot ubiquus? Ça veut dire qu'on peut aller partout. On peut même aller maintenant en Antarctique, du moins quand on a le mode de vie adapté. Et d'un coup, eh ben, quand on commence, il y a quelques dizaines de milliers d'années, disons, autour de moins 70 000 ans, moins 50 000 ans, et puis à la sortie d'Afrique, à occuper de plus en plus de milieux écologiques, on détruit déjà à l'époque, il y a des dizaines de milliers d'années, plus en plus d'animaux. On soupçonne par exemple que quand on est rentré en Amérique, nous autres Homo sapiens, bien mal nommés, sans doute beaucoup plus tôt qu'on ne pensait autrefois, au moins 30 000 ans, moins 30 000 ans, peut-être parfois même par bateau au moins 20 000 ans, on a été responsable en grande partie de la destruction de grands mammifères, mastodontes et paresseux géants, etc., qui étaient déjà un peu fragilisés en un temps record pour l'époque, parce que la technologie en fait de chasse était très très opérationnelle. Hein. Ça n'a pas de sens de parler de primitifs en anthropologie et l'industrie lithique. C'était une technologie de chasse. Elle fournissait des technologies de chasse incroyables. Et ça c'est la face négative. Hein. Je vous avais promis de la traiter parce qu'il faut, du point de vue réaliste, c'est pas très encourageant. Et pour finir avec ça. On soupçonne non pas qu'on aurait génocidé les autres hominiens qui coexistent avec nous, notamment l'homme de Néandertal ou l'homme de Flores, mais qu'on a fragilisé leur milieu et aussi parfois qu'on les a fragilisés par compétition, parce qu'on pense par exemple que la symbiose qu'on a développée sur le plan biologique, c'est une symbiose, c'est aussi un couplage cognitif hein, d'un point de vue mental avec le chien, que n'avaient pas ces hominiens, a permis de chasser beaucoup plus efficacement et quelque part de les concurrencer dans les ressources. Et donc, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a sans doute pas eu, pour une fois, on a été moins catastrophique, on a été notamment au XXe siècle, de génocide d'hominiens autres, mais on s'est comporté comme un concurrent invasif pour eux, en s'appropriant beaucoup plus vite leurs ressources de survie.
Bon. Et donc, quand on voit ce bilan-là de notre espèce, c'est sûr que ça nourrit le point de vue un peu que je trouve parfois excessivement négatif de la part de certains collègues. Mais aussi, on a une capacité de construire, d'élaborer de nouveaux scénarios sociétaux et de nouvelles représentations de lien avec la nature. C'est ce qui nous sauvera peut-être. Et je finis sur les insectes, je pense, c'est pas une obsession, même si j'aime beaucoup les insectes, que si on n'intègre pas non plus les invertébrés dans ces scénarios-là, donc qu'on élargit encore plus la méfiance vis-à-vis de l'anthropocentrisme, au-delà des animaux qui nous ressemblent, eh bien, si on n'intègre pas les invertébrés, comme on les appelle entre guillemets, là-dedans, on ne sauvera pas notre devenir, puisque c'est les bases des écosystèmes. Voilà. Très souvent, on détruit en fait indirectement des insectes. Je ne parle pas des insectes qu'on juge nuisibles, qu'on détruit activement. Et en les détruisant, on ne s'est pas rendu compte pendant longtemps qu'on détruisait les étages supérieurs de l'écosystème. Et puis après, il y a nous. Voilà. Mais il y a plein de choses que vous dites qui sont tout à fait justes et sur lesquelles on pourrait rebondir. Bon, le temps va faire que on va pas avoir le temps. Est-ce qu'Aurélie, vous avez un dernier petit mot avant qu'on passe aux questions? Juste pour rebondir quand même sur l'idée que c'est pas grave si l'humanité s'éteint, que la Terre va survivre. En même temps, je trouve que c'est bien comme point de vue dans la mesure où c'est pas anthropocentré, c'est pas l'homme qui est le principal, ça. Mais de l'autre côté, c'est une pensée hyper dangereuse parce qu'en fait, on est en train de qui on amène avec nous dans cette chute et dans cette mort à grande échelle, c'est tous les animaux vivants actuellement. Donc je trouve qu'on les oublie quand on dit ça, on dit c'est pas grave, de toute façon la Terre va survivre et il y aura d'autres espèces qui vont de toute manière reprendre le dessus, mais en même temps voilà, on aura amené, et là on est en train d'amener, mais il y a des tonnes d'espèces qui disparaissent, qui s'éteignent, oui, et ça c'est nous en ce moment quoi. Donc non, en fait, le point de vue que j'ai exposé, qui, comme vous l'avez compris, n'est pas le mien, est celui de naturalistes qui se disent, après tout, oui, on aura fait énormément de bêtises, mais la vie trouvera d'autres chemins, encore les chemins du vivant, et refleurira sans nous et peut-être mieux. Oui. Non, j'entends, mais je me dis, pensons aussi à tous ceux qu'on est en train d'emmener actuellement. Ouais. Non, mais tout à fait, en fait, c'est une conscience morale. On se dit que, comme on pense les animaux au même niveau que nous, au final, ce serait comme tuer un autre être humain. Donc, pourquoi est-ce que notre mort devrait justifier celle de milliers d'animaux? Voilà. Bon. Oui, sur voilà, cette note. Ça ouvre des perspectives, mais même plus constructives et plus marquées par le principe espérance. C'est que si on redéfinit notre éthique vis-à-vis des animaux, et si on se voit en interdépendance, en codépendance avec eux, on parviendra peut-être à ne pas actualiser ce scénario catastrophique. On pourrait dire post-apo biologique. Mais je trouve que justement, on avance sur deux jambes, parce que y a vous qui faites le travail de démontrer que les animaux ont une conscience, tout ce travail scientifique qui va permettre de nous mettre à égalité, de dire voilà, nous on est des animaux non humains, on est tous des animaux, et à côté de nous il y a nous les écrivains là qui délirons un peu et tout ça, mais qui faisons de nos animaux des personnages au même titre que les personnages humains. Donc voilà, je trouve que ça avance sur deux jambes et on est deux représentants de cette tendance. Mais c'est pour ça que je vous ai choisi, parce que vous allez main dans la main et que vous allez très bien ensemble, vous complétez très bien. Tout à fait. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des petites questions pour nos deux invités? Je vois qu'il y en a une dans le fond. Allez-y. Oui, juste pour rebondir sur la fin de votre conversation, je pense qu'hélas, si tous les humains meurent, vu qu'on est dans un système socio-technique très dangereux avec des IA qui contrôlent beaucoup d'éléments de sûreté, même les centrales nucléaires, si on s'en porte juste à ce sujet-là, si on n'est pas là, hélas, on risque d'entraîner peut-être vraiment toute la vie avec nous en fait, parce qu'il faut entretenir en fait toutes ces choses-là, et on voit bien, ne serait-ce qu'avec le problème des déchets radioactifs, le problème qu'il peut y avoir sur des millénaires. Donc hélas, on est vraiment plus prédateur et plus nuisible encore, parce que même quand on sera plus là, on aura encore des traces de notre prédation et de notre destruction avec nous. On est une espèce mortifère. Alors moi, ma question, elle rejoint un petit peu ça, c'est justement, est-ce que vous avez des solutions magiques ou des solutions SF ou des solutions d'imaginaire pour, en fin de compte, moi, résoudre un problème éthique, moral et écologique pour moi, qui me fait beaucoup de mal, c'est tous ces animaux qu'on voit écrasés,
parce que par exemple, moi, je fais beaucoup le chemin entre ici et vers mon copain dans le sud, et on parle donc des insectes qu'on voit plus sur nos vitres. Par contre, moi, je vois le nombre d'animaux écrasés, de hérissons, et d'ailleurs, il y en a presque plus, ou que sais-je encore, comme autres bestioles. Et il faut savoir que dans certains pays, par exemple, il y a des passerelles pour pas que ce soit ça. Ou alors, on évite de mettre du béton pour que l'animal soit bloqué, en fait, pour ensuite... Alors, est-ce qu'on leur crée des ailes à ces animaux, je sais pas, des trucs de voyage, petits voyages interspatial pour qu'ils passent des bulles de réalité pour pas se faire écraser, je sais pas. Oui. Alors, juste, je veux pas, aller immédiatement à la fin de votre question. Oui, je crois que c'est très intéressant ce que vous soulignez sur nos systèmes sociotechniques qui risquent grandement, même si on disparaît, de laisser des traces dans l'environnement et des traces nocives. Mais bon, il y a des scénarios, bien sûr, spéculatifs, naturalistes, qui imaginent que certaines espèces arriveraient quand même à survivre à ça. Par exemple, les rats survivent assez bien, des taux de radioactivité importants, les scorpions aussi, mais bon, voilà. Mais pour en venir aux histoires d'animaux écrasés, oui, il y a des pays qui sont plus avancés que nous par rapport à ça. Cela dit, il y a certaines municipalités qui ont créé des crapauducs, comme on dit, pour faire circuler les crapauds. Il y a des associations super dévouées qui créent des journées du crapaud au moment où il y a l'immigration vers les mares, pour ramasser les crapauds qui traversent les routes, etc. Donc il y a eu quand même une prise de conscience et une avancée à ce niveau-là. Et à la limite, d'ailleurs, même là, c'est un peu moins grave parce qu'on en est réduit à ça maintenant, à mesurer ce qui est pire. Alors que tout ça, c'est grave, hein. C'est un peu moins grave que la disparition des insectes sur nos vitres de voiture, nos pare-brises de voiture, parce que quand il n'y a plus d'insectes, eh bien, vous n'avez plus de hérissons, vous avez plus tout un tas d'animaux, voilà. Mais bon, là, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience pour le problème de tous ces animaux qui se font écraser. Ça commence à bouger. Mais prise de conscience plus globale, j'en viens toujours à ça, sur les invertébrés, c'est moins évident. Ouais. Je pense que ça vient aussi du fait que les insectes sont moins similaires à nous et du coup dans notre conscience, leur taille fait aussi qu'on. Oui. En fait, c'est le biais de taille, hein. On appelle ça le biais cognitif de taille. Plus un animal est petit, plus il nous paraît sans importance ou sans intelligence. Ce qui est totalement faux scientifiquement, voilà. Puis il y a le biais de dissemblance, vous les avez évoqués tous les deux à un seul mouvement. Plus il nous ressemble, plus on est susceptible d'avoir de l'empathie, encore que ça a beaucoup varié avec le temps. Bon, les singes, c'est typique, même s'il y a une ambivalence aussi. Par contre, plus il est dissemblable, par exemple à un homard ou à un cloporte, moins on aura tendance à avoir de l'empathie et moins on aura tendance à lui attribuer des capacités cognitives qu'on est en train de démontrer actuellement. Ça, il y a eu des études là-dessus. C'est des biais fondamentaux qui ont longtemps d'ailleurs je dirais fourvoyé les scientifiques au niveau de l'histoire des sciences, parce que c'est des êtres humains comme les autres, même s'ils ont une méthodologie scientifique, et qui sont encore très très ancrés chez pas mal de non-naturalistes. Ouais. Dans le roman... j'espère le prochain, qui sera publié l'année prochaine. Je parle des animaux en voie d'apparition. C'est une idée que j'aime beaucoup. Il y a pour pallier à ces animaux en voie de disparition, et donc dans ce roman, en fait, il y a plusieurs espèces qui apparaissent, mais notamment un des personnages principaux, c'est un requin. Et c'est un roman sur le temps. Et en fait, il a 3 formes. Il a sa forme préhistorique, qui est incroyable, mégalodon, et il a sa forme actuelle, un grand requin blanc, et il a, peut-être j'ai n'importe quoi, hein. C'est pas, encore une fois, moi je suis pas scientifique, hein. C'est vraiment de la fantaisie. Moi ça me faisait délirer d'avoir le mégalodon, le requin blanc, tout ça. Je pense pas qu'il soit en ligne directe, mais en tout cas voilà, il a une forme préhistorique, une forme actuelle, et il a une forme du futur qui est très belle. Vous voulez pas nous en dire plus pour l'instant? J'espère bientôt. Vous avez eu l'avant-première en tout cas. En tout cas, c'est très séduisant parce que pour le coup, le requin, le biais de dissemblance, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal encore à faire admettre qu'il est fondamental dans les écosystèmes marins.
Beaucoup, Ouais. nombreux d'entre nous, je pense, en ont peur, en fait. Oui, oui. Et du coup, Ouais, par bah, peur, c'est malheureusement c'est les dents de la mer. Hein. On fait beaucoup de mal il est vu comme des dents, des mâchoires. Moi, j'aime. En fait, à la base, dans ce bouquin-là, c'était un dauphin, et je me suis dit non, on va pas faire un dauphin. En plus, j'avais fait Dormir morte, et j'ai choisi le requin un peu exprès parce qu'il est très mal aimé. Et voilà, de donner vraiment. Après, c'est un personnage incroyable. Hein. Il est très cynique avec l'humanité. Et Il a voilà, bien j'avais raison. vraiment envie de mettre. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, il a un regard très fixe. Il a un regard très peu expressif. Et du coup, je trouvais ça drôle d'en faire un personnage très important du récit. Ah oui, mettons des requins dans nos récits. Oui, c'est Vous l'avez- important. C'est très important. Est-ce que vous avez une autre question? Ne soyez pas timide. Bonjour, merci pour votre intervention. Est-ce que vous apportez moi, je voudrais Vous parler voulez bien rapprocher un peu votre micro, s'il vous plaît, on vous entend pas. Bon. C'est justement dans cette approche qui vise à protéger le vivant sur notre planète. On voit aujourd'hui certains mouvements qui peuvent se faire, qui sont assez stigmatisés dans les médias, etc., qui visent effectivement à protéger les différents écosystèmes, qui sont d'ailleurs, par un biais de langage et cognitif, appelés éco-terroristes, etc. Moi, ma question, elle est plus dans l'ordre, justement, quand vous parliez des différentes facultés par rapport aux animaux, et que nous soyons nous-mêmes des animaux. Avons-nous, comment se dégager du biais et de la vision, par exemple, de ce qu'on va appeler, je parlais des écoterroristes, mais concrètement de l'action de protection. On parlait d'actions à réaliser pour protéger. On sait qu'il y a un mouvement qui s'appelle, par exemple, Sauver les sols, Sauvons les sols, qui vise effectivement, vous soulignez l'importance aussi bien des insectes que des animaux, dans le rôle du vivant. Exactement. Voilà, le ver de terre. Oui. Et c'est vrai que est-ce que vous pensez que l'homme, dans sa généralité, avec nos sociétés actuelles, est en mesure justement de pouvoir au lieu d'aller vers le précipice, puisqu'on parle beaucoup de post-apocalyptique, etc., et d'une vision anthropocentrée, justement changer la vision et se dire que est-ce que c'est pas la désobéissance civile? Et quand je parle de ça, je parle très spécifiquement de la protection du vivant. Est-ce que vous pensez que c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui par rapport à un système très complexe, très bien rodé et très maîtrisé, avec des pouvoirs très conséquents? Est-ce que vous pensez que ça peut être une véritable solution avant d'arriver au précipice et des projections de vie après une extinction générale? Alors écoutez, là moi je vous réponds juste en tant que citoyen, pas en tant que scientifique. Je pense que c'est un peu la solution du désespoir. Moi je récuse autant que vous la stigmatisation en tant qu'éco-terroriste des personnes qui ont ce genre d'action. Là encore, hein, ça n'engage que moi en tant que citoyen. Après, je pense qu'on n'est peut-être pas encore au point de désespoir où il faudrait généraliser ou privilégier cette approche. Je vois qu'il y a encore quand même pas mal d'ONG environnementales qui obtiennent des résultats assez formidables en créant vraiment des contrepoids, des leviers. Mais néanmoins, rien n'est joué dans un sens ou dans l'autre. Il est possible qu'à un moment donné, on en vienne à considérer que la voie que vous évoquez reste la seule possible pour faire bouger les lignes. Mais une fois de plus, là, je parle en tant qu'individu citoyen, en tant que scientifique. C'est vrai que on a, et là je reviens du côté de la science, hein, on sait en sciences sociales, on le voit en sciences de la vie, on a des représentations collectives dans nos sociétés qui nous prédisposent quand même à considérer le reste du vivant comme quantité négligeable. Une vision productiviste de l'existence comme centrale dans nos valeurs. Alors tout ça combiné crée quand même des facteurs extrêmement défavorables pour que cet ensemble interdépendant dont nous faisons partie, hein, les écosystèmes, je dirais plus généralement, voilà, la biosphère se maintienne. Hein. Donc oui, il y a quand même peut-être un moment où il faudra être
beaucoup plus directe dans la façon de réagir à cette indifférence. Je pense qu'on n'en est pas encore là parce que on n'en parle pas beaucoup et c'est d'ailleurs assez révélateur qu'il n'y ait pas une médiatisation massive, et je fais surtout pas dans la théorie du complot, mais assez révélateur en termes des intérêts qu'on ne médiatise pas massivement les victoires d'ONG environnementales, justement contre cette tendance à la destruction, mais il y en a. Donc je suis encore très confiant en ces ONG. Beaucoup plus que dans des structures partitaires, comme on dit de parti. Mais là, je reprends le point de vue du citoyen, pas du scientifique. Je suis assez d'accord, j'allais faire la même réponse au niveau du soutien des associations qui travaillent sur le terrain et qui, elles, font aussi de la désobéissance civile qui sont hyper importantes. En fait, l'exemple que je vais vous donner, c'est L214 qui va filmer dans les abattoirs. Et donc c'est complètement interdit, et les images qu'on a nous après qui nous remontent, et c'est très important de les visionner pour savoir, qui sont des images insoutenables. On a vu des élevages de porcs, enfin c'est à peine regardable, quoi. C'est de la torture. Et heureusement qu'ils sont là pour filmer, et après derrière ils se prennent des procès et tout ça. Donc il faut aussi soutenir ces associations-là financièrement pour qu'ils puissent avoir les reins derrière pour tenir contre les lobbies qui les attaquent en permanence, quoi. Donc voilà, je pense que les assos sont aussi une voie, mais la désobéissance civile, enfin, moi je vous rejoins, c'est une voie. Hein. Alors on a le temps pour une dernière question, monsieur au troisième rang, je crois que vous en aviez une. Je veux pas vous mettre... Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un a une dernière petite question rapidement? Oui. Merci. Alors, ma question, c'est un peu sur la prise de conscience dont vous parlez, que parfois, effectivement, et souvent, on se rend pas forcément compte de l'introduction d'une espèce, de la destruction ou de l'importance de telle espèce. Et ça me faisait penser à la question aussi du coût qu'il y avait dans la précédente conférence autour du coût de la technologie. Comment est-ce que c'est abordé aujourd'hui dans la science et aussi dans les récits, ce coût lié le post-apocalyptique, on va dire qu'il y a le coût réel de, en fait, le monde n'est plus comme il est, mais du coup, dans un monde où les ressources sont ultra limitées en post-apo, en fait, ce coût, est-ce que c'est une question centrale? Et comment est-ce que c'est traité aussi du point de vue de la science, ce sujet-là? Moi, j'aborde pas trop parce qu'en général, dans mes univers, il y a beaucoup sont morts. Donc voilà, les ressources sont limitées, mais il y a plus beaucoup d'humains non plus. Donc quand t'es dans du post-apo bien vénère, ouais. Mais non, moi c'est pas trop un sujet que j'aborde en tout cas. Oui, c'est vrai, quand on parle du coût des technologies pendant longtemps, et j'ai rien contre, à titre personnel, contre les technos et la technologie. Je vais y revenir dans un instant, mais pendant longtemps, le coût de la technologie, c'est ça. C'était vu d'un point de vue économique, entre autres, etc. Maintenant, il faut comprendre quel est le coût écosystémique, le coût environnemental, etc. Et pour ça, je pense que oui, ça passe par cette fameuse prise de conscience du fait que c'est même pas des trésors, parce que parfois, certains amoureux de la nature autrefois, c'était préserver la nature, parce que c'est des trésors esthétiques qui font partie de notre patrimoine humain. C'est pas faux, hein. Mais maintenant, on ne peut plus se permettre ce luxe esthète. C'est aussi préserver notre survie si on veut survivre. Et donc, pour ça, il faut dépasser un certain nombre de biais cognitifs et culturels. On parlait du requin tout à l'heure. Regardez la médiatisation des morts par requin. En fait, il y a moins de morts par requin par année que par anaphylaxie, allergie très très forte à des piqûres, notamment d'hyménoptères, de certaines guêpes, etc. Bon, mais il faut donc avoir une autre vision de la nature, et à partir du moment où on aura une autre vision de la nature, on intégrera dans le coût des technologies la dimension environnementale, l'impact environnemental des dites technologies. Il y a un sociologue que j'aime bien, Jacques Ellul, qui disait « Je ne suis pas sociologue de la technique, je ne suis pas technophobe, je suis technophile, parce que la technique fait partie de l'être humain, et d'ailleurs, il y a aussi des animaux qui ont des techniques, faut pas l'oublier, mais je demande, en tant que technophile responsable, qu'on évalue le coût pour le lien social, le bien-être social et le bien-être environnemental de tel choix technologique ou de tel autre. Et ça, oui, cette dimension-là du coût des techniques, il n'est pas encore assez dans la tête de nos décideurs. Mais là encore, c'est parce qu'on en revient, c'est pour ça que je vous ai glissé notre cher requin, sur le fait que
on n'a pas encore intégré le fait que on est en interdépendance avec le reste de la nature dans nos représentations culturelles. C'est quelque chose qui se voit par exemple avec les débats actuels autour de l'IA, tout simplement, enfin pour revenir à des sujets d'actualité. L'impact écologique est énorme et pourtant ça n'arrête pas son usage croissant. Et ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de nos décideurs. Là aussi, puisque je vous ai dit que non, je suis pas technophobe, l'IA c'est intéressant. Mais par contre, d'un point de vue environnemental, ça pose énorme problème. Ben non, il y a justement un enthousiasme technophile aveugle, c'est pas de la bonne technophilie, aurait dit Jacques Ellul, qui fait que on a tendance, du moins beaucoup de nos décideurs, à se jeter à corps perdu dans la surenchère autour de l'IA. Et là, le coût environnemental, il est réel, et je pense, moi, ça peut être même très impactant. Non, tout à fait. Utiliser un mauvais anglicisme. Tout à fait. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci à tous les deux pour cette intervention.